C'est la réponse de Vladimir Poutine à Donald Trump par la voix du Kremlin. Le président américain qui a donné son feu vert à l'OTAN pour abattre des avions russes alors que les incursions de Moscou dans le ciel de l'Alliance se multiplient. Dernière en date au-dessus du Danemark, on y reviendra. L'ambassadeur de Russie en France prévient, si un avion russe est abattu par l'OTAN, ce sera la guerre. Écoutez ce qu'il a répondu ce matin à la question de Marc-Olivier Fogiel sur RTL. Si on abattait un de vos avions, quelle serait la réaction de la Russie? Ça serait la guerre. Ça serait la guerre. Pour comprendre ce qui se joue, accueillons le général François Chauvency, bonjour. Consultant géopolitique pour LCI. Grégory Phillips, bonjour. Rédacteur en chef international pour LCI. Bertrand Galichet, bonjour. Vous êtes grand reporter, spécialiste des relations internationales. Et Claire Cambier, vous êtes grand reporter aussi et éditorialiste international sur LCI. Bonjour à vous. Grégory Phillips, abattre un avion russe, c'est un acte de guerre pour Moscou. Nous sommes prévenus? Oui, alors c'est le langage auquel nous sommes habitués de la part du Kremlin depuis plusieurs mois. Le paradoxe dans cette déclaration, c'est qui multiplie les provocations en ce moment ? Qui envoie des MiG au-dessus des pays de l'Union européenne et de l'OTAN? Qui envoie des drones à intervalles plus ou moins réguliers avec des flottes plus ou moins nombreuses au-dessus des pays de l'Europe et de l'OTAN? C'est les Russes. Donc vous avez d'un côté ce pays qui multiplie les petites provocations. On n'est pas encore sur quelque chose de majeur qui pourrait évidemment déclencher la Troisième Guerre mondiale, mais qui vient chaque jour tester nos limites. Chaque jour, regardez. Voilà si on s'approche jusqu'à ce point, quelle va être la réaction des pays de l'Ouest. Et donc l'ambassadeur a beau jeu derrière de nous menacer de déclencher un conflit si d'aventure on venait à répondre. Ceci explique quand même aussi la grande prudence des pays de l'OTAN, parce que je pense que personne n'a intérêt à déclencher un conflit majeur. Et c'est pour ça que chaque réponse à ces petites provocations est évidemment examinée de très près. Général Chauvency, regardons ensemble ce que dit Marc Rutte, secrétaire général de l'OTAN. S'il n'y a pas de menace directe, nos pilotes de chasse escorteront les avions russes hors de l'espace aérien allié. S'il y a une menace directe, ils pourraient les abattre si nécessaire. Nos pilotes d'avions de chasse peuvent faire ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de notre population. S'il y a une menace directe, ils pourraient faire la chose ultime. L'OTAN rappelle qu'elle est prête à riposter. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est la notion de menace directe ou indirecte. J'avoue que je suis un petit peu perdu dans ce que ça veut dire. Menace indirecte ou menace directe, bon, il y a quand même un avion, alors est-il armé ou n'est-il pas armé? Donc parce qu'il est armé, est-ce qu'il est capable de frapper un État appartenant à l'OTAN? Ce qui est quand même très peu vraisemblable. En fait, le discours qu'on a, c'est le discours habituel et l'acte normal en cas d'intrusion adverse ou d'un pays non autorisé dans l'espace aérien, en l'occurrence de l'OTAN. Donc on a quand même un discours de fermeté avec toute la modération qui va quand même derrière pour dire on ne va pas forcément détruire l'avion. C'est-à-dire qu'on mettra ce qu'il faut pour éviter qu'il y ait un incident grave, pour éviter justement qu'il y ait un prétexte à la guerre. Ça, je dirais, c'est bien une caractéristique des États de l'OTAN et de la parole du secrétaire général. Maintenant, de l'autre côté, on a quand même une parole extrêmement excessive qui nous met au défi. Oui. Donc c'est ça le risque. Bon, maintenant, ce qui vient d'être évoqué permet quand même d'équilibrer finalement les propos, d'équilibrer les mesures qu'on peut prendre, et indirectement, je pense qu'il y a des coups de fil qui ont dû être donnés à Moscou pour dire attention. N'exagérez pas trop, parce qu'à un moment donné, l'incident pourra se faire et pourra être créé, effectivement, avec question mort d'homme ou pas mort d'homme, parce qu'on parle d'avion. On n'est pas dans les drones dont on parlait tout à l'heure, c'est complètement différent. Dès qu'il y a mort d'homme, effectivement, on monte d'un cran. Donc je crois que là, on a un équilibre des propos qui se fait, on est dans la communication stratégique, on n'est pas forcément dans... On est un peu dans le montrer ses muscles, c'est vrai, et puis je pense que par en dessous, il y a quand même un avertissement qui est donné du niveau de l'OTAN à Moscou, ne venez pas nous tenter, parce que l'incident peut arriver. Et puis pour conclure, est-ce que les Russes auraient aujourd'hui la capacité d'agresser l'OTAN avec tous leurs moyens? Personnellement, vu ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, j'ai quand même quelques doutes sur cette capacité, et je ne pense pas qu'ils auraient intérêt à pousser le bouchon trop loin. Bertrand Galichet. C'est du bluff.
C'est un jeu de défi permanent, c'est dans la logique finalement de cette stratégie russe qui consiste toujours à essayer d'aiguillonner l'OTAN et les pays d'Europe de l'Ouest pour savoir comment ils vont réagir et quelle sera finalement la limite à partir de laquelle il peut y avoir un incident véritablement sérieux. Je souscris aux propos du général concernant le fait que c'est une façade, c'est de la communication stratégique et que par derrière, il y a effectivement des communications qui ont lieu, il y a des échanges qui sont secrets, mais qui placent quand même le curseur à un niveau que comprennent parfaitement les Russes. Mais on voit bien quand même que la stratégie russe, elle consiste à pousser l'OTAN à la faute, c'est-à-dire à multiplier les drones, multiplier à la fois les attaques hybrides aussi, qui, faut pas négliger, sont aussi dans ce jeu complexe un élément important, de façon à pouvoir dire si l'OTAN surréagit, bien écoutez, vous voyez, c'est vous qui avez commencé finalement, c'est vous qui avez franchi un cap, et nous, on est resté, d'abord, les incursions de drones, c'est pas nous, et d'autre part, nous, on reste quand même dans le cadre de la guerre contre l'Ukraine, tel que nous l'avons défini depuis des mois et des années maintenant. Donc c'est ça finalement ce que veut dire l'ambassadeur russe, et je pense qu'il ne faut pas le surinterpréter ni le comprendre différemment, mais effectivement la réaction de l'OTAN elle est quand même très intéressante là-dessus, parce qu'on place une limite, une frontière à ne pas franchir. Jusqu'où, justement, ira l'escalade entre Vladimir Poutine et l'OTAN? On va retrouver Jérôme Garraud, notre correspondant à Moscou, avec Michael Merle. Bonjour Jérôme, que dit le Kremlin? Bonjour, en réalité, la réponse russe ne varie guère ces derniers jours. Le Kremlin répète et martèle qu'il s'agit de fausses accusations et que les pays européens, pour l'instant, ne présentent aucune preuve. Et tout doucement, on a aussi l'impression qu'on s'avance peut-être vers une forme de mutisme. La chef de la diplomatie, Maria Zakharova, annonce aujourd'hui que la Russie désormais ne répond plus, je cite, aux déclarations malsaines des dirigeants européens. Ces derniers sont accusés d'inventer une responsabilité de la Russie pour exacerber les tensions sur le continent. Donc vous voyez, c'est assez habituel ici, les accusations sont renversées et désormais, du point de vue de Moscou, c'est l'Europe qui serait en train de tester la Russie. C'est du reste assez cohérent avec le logiciel russe qui présente les nations européennes et l'OTAN depuis des années et des décennies, qui présente l'OTAN comme une puissance agressive aux portes du pays. Merci beaucoup Jérôme Garraud avec Michael Merle depuis Saint-Pétersbourg en Russie. Claire Cambier. Oui, ce qu'on voit bien, c'est qu'effectivement, la Russie cherche à tester un petit peu les pays de l'OTAN, les pays de l'Europe, à voir un petit peu aussi les mécanismes de réaction qui sont mis en place. Et puis aussi, c'est un test politique, savoir est-ce que les États sont unis, est-ce qu'ils réagissent ensemble. Pour l'instant, on voit quand même qu'effectivement, il y a union. L'OTAN a indiqué qu'elle était prête à tout en cas de menace directe. L'OTAN qui a aussi communiqué, par exemple, sur cet épisode en Estonie où certains se sont un petit peu étonnés que les avions, les MiG n'aient pas été abattus. L'OTAN souligne, quand on les a observés, on a vu qu'ils décollaient, on a tout de suite envoyé des avions de chasse dans le ciel et ils les ont suivis avant même qu'ils rentrent dans l'espace aérien de l'Estonie. Donc il y a une vraie surveillance, un choix délibéré de ne pas forcément répliquer par les armes et tout est maintenant dans la réponse politique. Vous le savez, il y a aujourd'hui cette fameuse réunion mise en place par la Commission européenne avec ce mur de drones qui doit être... On va y venir dans quelques minutes. Oui. Très bien. Vous devancez, Claire, vous avez compris où je veux aller. Je rebondis sur ce que vous disiez sur l'unité affichée par les pays de l'OTAN. Il y a quand même des divergences. On va réécouter ce que dit Donald Trump à propos des avions russes qu'il faut être prêt à abattre. Pensez-vous que les pays de l'OTAN devraient abattre les avions russes qui survolent leur espace aérien? Oui. C'est un oui ferme pour le président américain. Mais regardez ce que dit Emmanuel Macron. Lui, Emmanuel Macron ne veut pas ouvrir le feu et il ne veut pas penser à ce cas de figure. Écoutons-le. Il importe d'être très clair, de réagir vite, ce que nous avons fait.
Il importe de rehausser la posture, comme on dit, c'est-à-dire mettre plus de moyens, ce que nous avons fait, la France y a contribué. Et s'il y avait des nouvelles provocations, de monter d'un cran, parce que ça voudra dire que la Russie aura choisi de monter d'un cran. Je ne pense pas que ce soit son intérêt. Pardon, Monsieur le Président, monter d'un cran, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que si quelqu'un vous provoque à nouveau, vous devez réagir de manière un peu plus forte. Oui, donc je ne vais pas faire de politique fiction. Ouais, mais la politique fiction, c'est quand même un risque qui se précise de jour en jour, vu les incursions russes dans le ciel de l'OTAN. Comment vous l'interprétez, Général ? Nous sommes dans un discours politique et peut-être pas en conformité avec la réalité militaire. La réalité militaire serait, voilà ce qu'on déploie tout de suite en termes de moyens pour contrer la menace. Quelque chose de ferme, concret, visible. Pas uniquement... on ne va pas vous le dire, on va peut-être faire quelque chose qui n'est pas, de mon avis, suffisamment dissuasif face aux Russes. Il y a un moment où le discours militaire doit être en phase, ou l'inverse, peut-être par certains moments, le discours politique doit être en phase avec le discours militaire. Si on veut être martial, autant montrer qu'on est martial en déployant les moyens qui vont bien. Tout le monde verra s'il y a des avions en l'air, tout le monde verra s'il y a une batterie antiaérienne, tout le monde verra s'il y a un régiment qui est déployé sur le terrain, parce qu'en plus on l'accompagnera d'un certain nombre d'images et de communications, donc on montrera notre fermeté. On ne peut pas se contenter aujourd'hui de dire... on va agir, on va réagir, on va montrer d'un cran. Non, il y a un moment où il faut y aller, même si ce n'est pas forcément le cran qui aura été défini politiquement, décliné en militaire, mais au moins montrer visuellement, concrètement, que oui, on prend la menace en compte et on réagit. Il faut sortir parfois un petit peu des discours qui sont très convenus, parce que finalement nos démocraties sont habituées à ça aujourd'hui. Alors reconnaissons que quand Donald Trump répond est-ce qu'il faut abattre les avions russes et qu'il répond yes I do, c'est assez peu habituel dans le discours d'un chef d'État. Et pour le coup, il faudrait sans doute trouver un entre-deux entre ce que vous définissez, à savoir répondre avec fermeté, et un président des États-Unis qui est quand même comment dire, quasiment le chef de l'OTAN. Enfin, en gros, sans les États-Unis, évidemment, les décisions de l'OTAN risquent d'être un peu différentes. Quand il dit oui, il faut abattre un MiG russe, il y a quand même une part de provocation de sa part dans un contexte de tension assez fort. Surtout que je ne pense pas que ça sera à des moyens américains qui seront mis en œuvre. C'est-à-dire, on dira en gros aux Européens, conformément à ce qu'on n'arrête pas de vous dire, nous les Américains, c'est à vous d'assurer la défense, et que donc oui, on peut détruire un avion russe, mais c'est vous qui le faites, et ça ne veut pas dire que je serai impliqué dans ce qui se passera après. D'où d'ailleurs, on revient au problème politique, la réaction du président Macron. Ah oui, Donald Trump, il a pris en compte qu'il a dit cela, mais maintenant, qui va être responsable finalement de la contre-attaque en quelque sorte? C'est nous, Européens. Et effectivement, on revient à ce que vous avez dit tout à l'heure, on se met en situation vis-à-vis des Russes finalement de bellicistes en quelque sorte, parce qu'on aurait réagi, sans forcément la protection américaine, même s'il y a eu un oui ferme et net, mais à mon avis, c'est pas suffisant. Voilà. Bertrand Galichet, je voyais réagir. Oui, parce que effectivement, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Oui. Voilà. Et donc, les Américains ont beau jeu de dire allez-y, tapez les avions russes. Et effectivement, si ça arrive, attendez, c'est vous, c'est votre responsabilité. Après, ce qu'on peut ajouter quand même, c'est que on voit la différence de réaction entre celles peut-être excessive d'ailleurs, à ce stade en tout cas des opérations de Donald Trump, celle de Mark Rutte et celle d'Emmanuel Macron. 3 niveaux de réaction différents. Et c'est un peu ce que cherchent les Russes aussi. C'est aussi une façon pour eux de montrer qu'il y a des divergences au sein de l'Alliance Atlantique, qu'on n'est pas exactement sur la même ligne. Alors c'est plus facile pour eux parce que eux, il y a une seule armée, un seul commandement, et c'est eux qui décident de tout de leur côté. Mais ensuite, ils essayent de voir parmi les Européens, parmi les membres de l'OTAN, qui est prêt à faire quoi. Et en multipliant les provocations, ils suscitent des réactions qui ne sont pas forcément concertés. Et c'est ce à quoi nous assistons maintenant. Bertrand a raison. Le test qu'on évoquait au début de cette séquence, c'est un test opérationnel. Est-ce qu'ils font décoller les avions? Est-ce qu'ils arrivent à intercepter nos drones? Mais c'est aussi un test politique. Et c'est peut-être là où on est le plus faible, paradoxalement. C'est dans la réponse qui n'est pas commune, évidemment, parce qu'il y a 32 pays qui composent cette organisation. Et là, ils viennent nous tester dans nos stratégies politiques, dans notre manière de voir le monde. Et on voit bien qu'il y a des réponses assez différentes selon que vous soyez Mark Rutte, Donald Trump ou Emmanuel Macron. C'est ce que dit d'ailleurs Volodymyr Zelensky aujourd'hui, le président ukrainien. Il nous accuse d'être trop faible dans notre réponse face aux provocations russes. Claire Cambier. Oui, je voulais ajouter que le commandant suprême des forces alliées en Europe, l'américain donc Grinkovich, lui n'était pas vraiment en accord avec Donald Trump, justement. Ce qu'il soulignait, c'était qu'il y a une réponse commune de l'OTAN, mais qu'après, tout dépend pour pays par pays de la décision qui est prise.
prises. Et notamment quand il y a eu les incursions en Pologne, c'est la Pologne qui a décidé est-ce qu'on réagit tout de suite, qu'est-ce qu'on fait. Et même s'il y a ce process de l'OTAN qui est mis en place, ça peut aller plus loin en fonction du pays. Vous avez raison de dire que l'expression payeurs ne sont pas les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Merci, voilà, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais en même temps, ce n'est pas rien de donner son feu vert. Si les Européens achètent les armes américaines, qu'ils les utilisent avec le feu vert de Washington, ça suffit à contrer Moscou. Oui, techniquement c'est vrai, mais politiquement, la responsabilité, et c'est là la grande question, savoir qui décide quoi et quel niveau de la riposte est utilisé par qui. Si les Européens décident de taper un avion russe qui fait une incursion dans le ciel de l'OTAN, ça sera aussi leur propre, et surtout leur propre décision. Et il y a quand même un risque que Washington, en fonction des conséquences que cela pourrait avoir, se désengage de cette décision après avoir dit allez-y, au fond, c'est votre problème. Mais les conséquences seront assumées par le ou les pays qui auront agi, qui auront tiré sur un avion russe. Ça, je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. Général Chevancy. Je partage tout à fait le même point de vue, c'est ce que j'ai dit il y a quelques instants. La prise de responsabilité est énorme. Enfin, il y a un moment donné, à force d'avoir ces provocations qui ne peuvent pas ne pas être pensées stratégiquement, quelle qu'en soit la forme. Et il y a un moment, on va arriver à un seuil où il faudra que la réaction soit forte. Et que si les Russes veulent pousser trop loin, il y a bien un moment où il y a un avion qui devra tomber. Mais voilà, c'est là où je voulais en venir. Il faudra que la réaction soit forte. Oui. Mais elle est progressive du côté des démocraties, comme toujours dans ce genre de conflit. On veut quand même maîtriser la montée aux extrêmes, en quelque sorte. C'est pas le terme exact, mais on veut monter, on veut arriver à dissuader l'autre d'aller plus loin. Mais comme la Turquie avait abattu en aviation. Le contexte est complètement différent. La Russie était en appui d'Assad, et dans le cadre de la Turquie qui était en appui justement des opposants à Assad, c'est dans un autre conflit. Voilà. Et puis même si les Russes ont dit oui, on a fait une erreur, il me semble bien aussi que la Turquie plus tard a dit on s'excuse. Voilà. Donc on a quand même dans des rapports un peu particuliers, mais dans tout état de cause, le symbole est fort. Si jamais cela se produit, c'est détruire un avion de chasse de l'autre côté avec des hommes à bord. Parce qu'il y a toujours la perte de l'humain, non pas forcément pour les Russes, mais pour nous, ça sera important, mais ça sera instrumentalisé. C'est un acte de guerre en soi. D'un autre côté, franchir une frontière quand on n'est pas autorisé, c'est aussi un acte de guerre, il ne faut pas l'oublier. J'ai une question pour le général, et parce que je suis un peu béotien en matière de commandement militaire. On voit que les provocations sont quotidiennes, qu'elles ont différentes formes. Bertrand parlait de guerre hybride, il y a les drones, il y a les avions qui s'approchent un peu trop de nos territoires. Est-ce que vous pensez que la succession de ces provocations est décidée au plan politique, au plus haut niveau de l'État russe? En clair, est-ce que Poutine dit à ses hommes faites ces provocations quasiment tous les jours? Pour moi, oui, ce que je viens d'évoquer, la notion de stratégie, je vois mal comment les différentes actions que nous voyons ne soient pas coordonnées par quelqu'un. Ou alors, c'est qu'on fait ce que l'on veut en Russie. Ça se saurait. Donc, a priori, il y a forcément un effet à obtenir. Quel est l'effet à obtenir? On en parle régulièrement, c'est en fait mettre au défi la coalition des alliés de l'Ukraine, c'est mettre au défi l'État qui est visé d'être capable de réagir, c'est aussi est-ce que vous seriez capable éventuellement de tirer, y compris un drone, mais à la limite on en parlait tout à l'heure, le drone, il n'y a pas de pertes humaines, sauf par effet dommages collatéraux, mais en soi ça fait partie aussi du jeu, donc c'est mettre aussi l'ensemble des alliés européens dans une situation, je dirais, d'incertitude permanente, de mise sous stress, en même temps qu'il y a quand même, comme se pose la question, comment des drones peuvent arriver comme ça tranquillement sur l'espace européen. Alors j'ai regardé la carte quand même, Kaliningrad, Copenhague, en gros 500 km.